Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Les enjeux techniques de marché chaque lundi à 13h30 en direct dans Smart Bourse sur Bismart. C'est le plan de trading avec les équipes d'IG et Alexandre Baradez à nos côtés, chef analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être nous. Oui, je le disais effectivement, ce rebond entamé fin octobre qui s'est poursuivi tout au long du mois de novembre, qui arrive peut-être dans une phase où l'idée d'une consolidation pourrait sembler appropriée. Oui, alors, la consolidation, tout dépend à quel horizon la regarde aussi, parce que finalement, est-ce qu'on ne considère pas que ce que nous avons depuis déjà des mois est une forme de consolidation, quand le cas est de 7000 et quelques à 6000, puis rebondi de 7000, je pense qu'on est toujours dans cette consolidation large. La question est de savoir si sur la rampe des 3 dernières semaines, effectivement, elle doit un petit peu se poser. C'est vrai que cette rampe à la hausse, on la mesure du coup aussi à l'opposé sur la volatilité, qui est passée en gros sur le marché européen américain de 23 à moins de 13 en fin de semaine dernière, à 12,4, 12,5, ce qui est vraiment très peu pour la volatilité. On rappelle que les niveaux de faiblesse, c'est 10%, et quand on passe en dessous de 10, c'était les records historiques de faiblesse de volatilité qu'on avait atteint en 2018, avant qu'il y ait eu une phase d'explosion de volatilité derrière. Donc la question c'est, est-ce que cette couverture ne coûte plus rien aujourd'hui? En fait, on voit, si on veut se couvrir, ça coûte pas cher, et on voit d'ailleurs que la smart money ne se précipite pas pour se couvrir, sinon la volatilité grimperait. Donc c'est que le sentiment ambiant, c'est qu'effectivement, pas d'extension du conflit géopolitique, des chiffres d'inflation, on voit le pétrole qui ne rebondit toujours pas, donc on voit pas d'inflation arrivée par l'énergie, on a des chiffres d'inflation qu'on attend cette semaine encore au niveau de la BCE qui devrait s'améliorer, on attend une inflation cœur qui passerait de 4,2 à 3,9 selon le consensus, donc le marché se dit, ça y est, le pic sur les taux est là. Les prévisions de première baisse de taux, c'est courant T2. Donc, on a un petit corridor comme ça de quelques mois à passer. Et puis, on sera sur l'autre versant. Et puis, finalement, les économies atterrissent, mais ne se crachent pas. Donc, ça se passe pas trop mal. On a monté le mur des craintes. Oui. Et désormais, on se dit, les bonnes nouvelles arrivent et on peut dérouler tranquillement les bonnes nouvelles qu'il fallait anticiper en partie, quoi. Donc, c'est ce que le marché price à vitesse grand V. Le marché a pricé ça à vitesse grand V. En face de ça, ce qu'on peut opposer à ça, sans être trop radical dans le propos, mais c'est de considérer quand même, en écoutant simplement ce que les banquiers centraux nous disent, les banquiers centraux, encore une fois, ils façonnent le sentiment obligataire. On l'a vu dans différentes phases. Et là, ils veulent convaincre le marché que les taux vont rester à un niveau élevé pendant un certain temps. Et toute la semaine dernière, nous n'avons eu que ça. Que des discours, aussi bien BCE que Fed. Certes, là-dedans, il y a quelques faucons, mais pas seulement. On avait aussi des discours plus modérés, mais tous, et même les minutes de la BCE elle-même, 6 minutes qui sont donc assez consensuelles forcément, nous montrent qu'en gros, c'est le dernier kilomètre qui va être le plus délicat. Alors Christine Lagarde, on l'a entendu aussi ce week-end pendant une interview, qui disait que oui, la BCE désormais a le temps d'évaluer les effets de sa politique monétaire. Donc on comprend bien que l'effet pic sur les taux plafonds est en place. Ça, c'est le marché, il se nourrit de cette substance-là pour l'instant. Selon moi, qu'il volontairement met un peu sous le tapis pour l'instant, c'est l'effet récurrent de taux qui vont rester hauts pendant plusieurs mois, peut-être probablement encore 6 mois, et les effets restrictifs, on le qualifie bien comme tel, ces taux, ils sont restrictifs sur l'économie, et donc le risque, à un moment donné, le marché, voyant les économies ralentir, notamment en Europe, attend des messages nettement plus souples, et que les banques centrales n'abondent pas tout de suite là-dedans. C'est pas parce qu'on dit qu'on n'aura plus forcément plus loin sur les taux qu'on abonde dans le sens du marché obligataire, et on a vu une réaction la semaine dernière, les taux sont un petit peu redressés quand même. On pourrait avoir un espèce de double effet qui se coule. Après la détente obligataire qui a marqué ces dernières semaines, attention, il y a toujours un risque de voir ces taux longs repartir à la hausse, en tout cas s'équilibrer un peu plus haut que les niveaux qu'on a pu constater, 4,50, 4,40 sur le 10 ans américain. Oui, c'est plutôt ça le scénario. C'est moins de dire qu'on va repartir vers les sommets et casser ces sommets. Les 6, les 7, voilà, tout ça, on a un peu oublié. C'était il y a 2 mois, 3 mois qu'on parlait de ça. Mais c'est pas si vieux, mais c'est autre chose parce qu'on ne voit pas. C'est moins crédible aujourd'hui. Voilà, on ne voit pas de source de rebond de l'inflation à ce stade, ni de Chine, ni des matières premières, ni de la demande. Donc c'est plutôt l'effet plateau qui est peut-être un peu sous-estimé, que les taux qui on le disait, les taux courts américains, ils ont repris à peu près 2/3 de la baisse post-inflationniste. Souvenez-vous, ce chiffre qui a fait encore grimper les marchés très fort, on a repris 2/3. Donc les banquiers centraux réussissent pour l'instant à amener le marché obligataire là où ils veulent. La question, c'est le marché action qui a une fonction de réaction forte par rapport aux taux. Est-ce qu'il doit du coup réagir à cet ajustement des taux ou pas? Et
techniquement parlant, on va le voir sur les graphiques, on est à des zones un peu de confluence graphique. On voit, si on prend par exemple le CAC 40 à l'écran. Vision journalière. Oui, vision journalière, mais volontairement dézoomé parce qu'on voit bien tous les gros niveaux. Je les zoome sur plus de 10 ans, même si le graphique est en journalier. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'on était post-suprême dans un énorme canal très tendanciel, duquel on sort par le bas pendant le Covid, excès baissier, puis on sort par le haut, excès haussier, excès de valorisation, excès de tout ce qu'on veut. On va retaper le bas du canal en 2022. On en ressort par le haut, excès haussier à nouveau sur la Chine, trop d'anticipation sur le rebond de la Chine. Et puis on réintègre tranquillement le canal. Et là, ça y est, on en ressort à nouveau. On en ressort et on vient chercher une petite oblique. Alors elle paraît pas grosse comme ça, mais elle relie les sommets de juillet et d'octobre. Donc c'est quelque chose d'assez tendanciel sur plusieurs mois. Et donc on essaie, donc c'est plutôt une preuve de résilience. On peut pas dire l'inverse. Et je continue de penser qu'il faut le percevoir, une preuve de résilience, surtout pas se disant c'est un point trop haut et on va retourner sur le bas du canal à 6000 autres. Ça, je n'y crois pas une seconde. C'est plutôt de se dire, on parlait tout à l'heure de la consolidation, est-ce qu'entre 6008, qui était la zone support bien marquée, et puis les 7004, 7005, est-ce qu'il n'y a pas un intervalle de prix dans lequel on finalement peut osciller ? Et la narrative higher for longer des banques centrales, on verra si elle tient la réalité de l'économie, mais pour l'instant, c'est la rhétorique. Est-ce qu'elle ne peut pas obliger les investisseurs, avec des rendements plutôt sexy à côté, le cash toujours bien rémunéré ? Oui, des valeurs sont beaucoup tombées, on parlait du luxe ou autre, mais est-ce que beaucoup tombées veut dire qu'on rebondit en V tout de suite ? On peut aussi avoir des phases où le marché se consolide, voilà. Ouais. Et puis, regardez les stats sur la Chine, si on prend l'exemple du luxe, les stats haute fréquence sur la Chine, sur la consommation, ne montrent pas de nouvelles dynamiques particulières. Donc, probablement un T4 de même nature que le T3 pour ce secteur-là. Donc, est-ce qu'il faut repartir en V, même si on sait que le luxe, ce n'est pas tout le CAC 40 ? Moi, j'aurais tendance à penser qu'on peut effectivement passer 7003, un petit peu naviguer un peu dessus, mais il me semble que la moyenne 200 jours, c'est la moyenne qui est en vert, la moyenne de prix en vert, elle est à 7240. C'est une moyenne très, très importante, celle-ci. On passe souvent en dessous et au-dessus quand il y a changement de tendance. Il y a une phase, on le voit ici en 2015-2016, où on a travaillé cette moyenne pendant des mois et des mois. Et je me demande si la phase qu'on a actuellement, taux, macro, qui ralentit aussi, eh bien, fait qu'on ne peut pas rester un peu au contact, sur une espèce de zone pivot, cette moyenne. On passe un peu au-dessus, 7003, puis on va revisiter peut-être les 7100, 7000. Voilà, moi je verrais bien un scénario un peu latéral se dérouler comme ça, mais qui sera quand même capé à la baisse par du 7008, du 6008, et je vois pas pourquoi on ira en dessous. Voilà. Cohérent avec les indicateurs un peu fondamentaux. Alors parfois le marché est décalé par rapport à la réalité fondamentale. Si la réalité fondamentale c'est quelque chose d'assez médiocre, effectivement en termes de dynamique de croissance, etc., le reflet du marché pourrait être cette idée d'une consolidation un peu serrée, quoi. Oui, ça peut être ça, mais à la fois, je pense quand même il faut vraiment le voir comme ça, pour ceux qui écoutent qui sont plutôt dans le mode investissement. Là, on essaie de timer le marché, de pricer le court terme. Le sentiment, par contre, c'est quelqu'un qui veut placer sur un horizon, par exemple, 2 ans ou 3 ans, donc c'est pas un horizon très longtemps non plus, je pense quand même qu'on est sur des points d'entrée. Les valorisations ont été normalisées, les rendements ne peuvent que baisser l'année prochaine par rapport au niveau actuel, ou en tout cas ne pas monter beaucoup plus haut. Il n'y a pas non plus d'empreinte forte pour une rechute de marché. On l'a vu en 2020, c'était l'épicentre. La réplique, c'est 2022. On est en temps élastique qu'on a relâché comme ça, il y a beaucoup d'oscillations, ça va finir par arrêter d'osciller et puis ça sortira par le haut. Mais est-ce qu'on a fini d'osciller après avoir étiré l'élastique ? Et pour moi, il y a encore quelques arguments pour que l'oscillation se poursuive encore un petit peu entre 6008 et 7004. On est encore dans l'idée de cette phase de transition post-Covid, post-choc énergétique, etc. Si on regarde beaucoup plus à l'est, Alexandre, vous êtes venu avec le graphique du Hang Seng, donc les actions chinoises cotées à Hong Kong. Bon, c'est pas tout à fait le plus bas du plus bas, mais on voit bien en tout cas là le manque de dynamique et le manque de rebond quand même de ces marchés chinois spécifiques. Oui. Et je trouve que ça reflète très très bien. Pour le coup, on dit souvent les marchés, c'est pas la réalité économique. Pour le coup, la dynamique du marché est assez proche de ce qu'on imagine de la dynamique de l'économie chinoise. Un peu enlisée, quoi. on voit la capitulation l'année dernière. Octobre, c'est la capitulation aussi qu'on est en Europe. C'était aussi le point bas avant réouverture sanitaire. Donc c'était un peu le pic des inquiétudes sur la Chine. Ça correspond bien au point bas des marchés. Le marché qui s'enflamme jusqu'à 22 000 ensuite, qui pense que la Chine presque même va devenir, certains pensaient que ça va être inflationniste, la valeur chinoise, que ça va entraîner des hausses de taux supplémentaires. On n'a rien de tout ça évidemment. Et donc on retombe assez lourdement. Mais on voit bien que la capitulation, le marché ne veut pas y aller. Il ne veut pas retester les points bas d'octobre dernier parce que ça s'était fait dans un sentiment de confinement. Oui, c'est ça. On n'est plus confiné, donc on va revisiter le point bas du confinement finalement. Donc la légitimité à ne pas visiter ce point bas, elle est pleinement là. Et c'est un peu l'image des PMI. C'est-à-dire qu'on voit que depuis quelques semaines maintenant, on essaie de repartir un peu. Les PMI, c'est pareil, c'est un peu faiblard. Et les marchés actions, ils butent sous les 18 000. On voit que on tente une fois, 2 fois, et puis ça clôture toujours en hebdomadaire sous cette zone-là. Mais c'est quand même le point de passage. On sent que c'est la porte. Donc,
d'un point de vue trading, je dirais 18 000, 18 500, quand on y est, c'est le moment d'essayer d'y aller. Si ça part, on est dedans et on met un stop sous les 18 000. Mais voilà, on sent quand même qu'il n'y a pas d'empressement à y aller. Donc, oui, c'est une phase un peu neutre comme ça. Et ce qu'on est pour les actions européennes, celles exposées à la Chine, elles peuvent être un peu comme ça. C'est-à-dire, on a baissé, il y a des opportunités, oui, elles sont bien là, ces opportunités, mais pas forcément payantes à 6 mois ou à 3 mois, quoi. Est-ce que le fait que les actions chinoises soient considérablement sous-investies aujourd'hui est un argument qui pourra amener effectivement, pour des considérations techniques, de flux et d'autres, amener un rebond significatif des actions chinoises l'an prochain? C'est vrai que sur les valorisations, la tech chinoise, elle est presque 2 fois moins chère à qualité, je dis pas égale, mais non. Si on compare des grosses valeurs tech chinoises et des grosses valeurs tech américaines, c'est 2 fois moins cher en termes de valorisation. Or, ça reste des très belles boîtes. On voit que la Chine visite aux États-Unis, on essaie d'arrondir les angles. Il y a pas mal de soutien aussi. On voit que les banques chinoises sont autorisées à reprêter, alors c'est certains types de prêts, mais à reprêter aux promoteurs immobiliers, même les plus fragiles, type Country Garden, par exemple. Donc, ça montre quand même que on veut pas de collapse, quoi. Voilà, on veut pas de collapse. En Chine, personne ne veut ça. Donc, on sent que on veut pas aller sur le bazooka parce que ce serait pas bien vu. C'est quand même un pays qui est très endetté, mais on veut pas revisiter les points bas parce que là, je pense que si on y allait, il y aurait le phénomène de panique justement qui arriverait. Les points bas du confinement, c'est très mauvais signe. Et là, il y aurait probablement l'équivalent de Lehman ou un truc comme ça où tout le monde panique. Donc, on sent bien que c'est limite en termes de sentiment. Donc, c'est un peu trop tôt pour essayer d'aller fortement. Mais oui, les valos sont attractives. La Chine fait ce qu'il faut pour arrondir un peu les angles. Mais il manque peut-être le catalyseur. Donc, il faut attendre ça, peut-être la news qui nous fasse passer un peu brutalement à 18 500 et au-delà, quoi. Puis on verra, plus globalement, on voit que novembre est un mois de détente du dollar et que quelques jours, quelques semaines de détente du dollar soutiennent les actifs émergents dans leur ensemble. Alors on ne le voit pas là sur le graphique du Hang Seng, mais les actions émergentes dans leur ensemble ont mieux tenu et en relatif à d'autres marchés développés ces dernières semaines. Et ça, on l'a vu ensemble avec un graphique du MSCI Emerging Markets, où justement, oui, c'est des points d'entrée clairement qui sont là sur du moyen terme, mais il manque effectivement des catalyseurs. C'est effectivement une inflation américaine qui accélérait son repli, un dollar qui accélérait son repli, des chiffres sur la Chine, des PMI, qui accéléreraient sur la partie manufacturière, des bons chiffres d'export ou moins mauvais. Voilà ce genre de trucs. Et là, si l'indice parle dessus, voilà, là on peut rentrer plus. Un marché qui a besoin d'évidence supplémentaire, de preuves supplémentaires. Bon, terminons avec le S&P 500. Alexandre, le classique américain, qui est revenu sur ses sommets de l'année, quasiment. Quasiment, et qui en plus, il teste. Alors, ça paraît petit comme ça, mais sur l'oblique supérieur, donc une grosse oblique, le sommet de 2022 et autres, ça fait 4 jours qu'on est au contact de ce niveau-là, donc presque une semaine. En fait, on disait, il y a eu le petit peps post-inflation, puis ensuite on est collé à la zone. Et donc là, forcément, il y a 2 types de scénarios. Il y a le scénario 1 qui est, attention, la vol est au plus bas depuis 2020, ça ne peut pas durer, etc. Donc, la vol va repartir et le S&P va respirer. Et il peut y avoir une hypothèse un peu médiane. Moi, je me demande si c'est pas ça qu'il faut un peu viser. C'est-à-dire que la vol à 12 et quelques, c'est peut-être un peu bas, mais on sait, attention, ça c'est un piège, il faut faire attention, on sait que la volatilité peut rester 1 mois, 2 mois, entre 12 et 15 par exemple, et le marché monte. C'est pas parce qu'on est bas sur la vol, c'est pareil, c'est pas du V à chaque fois. On peut rester bas, le marché peut monter, puis ensuite il y a la vol qui repart un petit peu. Donc je pense qu'on peut travailler un peu cette zone de résistance, passer un peu au-dessus, etc., mais sans forcément que ce soit, vous voyez, la porte ouverte au sommet historique, vous voyez, fin 2021, début 2022, qu'on reprenne en ligne droite. Je pense qu'il peut y avoir un petit peu de bear trap, et là aussi je trouve que des arguments plaidant pour le fait de rester un peu dans cette espèce de gros biseau, il y a le biseau rouge comme ça qu'on voit plus large, et puis il y a le support en violet. Je dirais que si on veut tenter de jouer un peu la constance sur le marché, le faire sur le niveau actuel me paraît dangereux. Si ça casse, on peut aller plus haut, donc dans la palissade. Mais si ça échoue là-dessus, ça ne reviendra pas. On commence à lâcher sous 4005, avec le VIX qui est bas. On s'essouffle un peu sur l'oblique. Dans ce cas, je pense que le marché trouvera des arguments, que les taux en plus sont un peu repartis, le marché trouvera des arguments pour souffler jusqu'à 4350, 4004. Donc il peut y avoir 2-3% de respiration à exploiter, mais il faut un signal, au moins sous 4500 pour essayer de jouer ça. Sinon, c'est dangereux de vendre. Sinon, on bascule en full complaisance, quoi. C'est ça le risque, Alexandre. Oui, mais je ne sais pas si full complaisance, c'est que si on veut faire la contre-tendance, encore une fois, on dit on attrape un couteau qui tombe, de la même manière, on ne se place pas face à une fusée qui monte depuis 3 semaines. Donc, il faut que la fusée ralentisse, qu'elle monte des signaux d'essoufflement, que la vol bouge un peu. Et si les taux restent comme ils le sont depuis quelques jours, c'est ça qu'on essaie de voir. C'est est-ce que les taux restent comme ils sont et le marché lâche un peu, et là, c'est cohérent, on essaie de vendre. Si par contre, les taux soufflent un petit peu à la baisse et que le S&P casse à la hausse, il ne faut pas se mettre contre. Je comprends. Compliqué. C'est une phase technique importante. Non, mais c'est sûr, c'est une phase compliquée et beaucoup nous ramène à chaque fois, encore une fois, et toujours au taux et notamment au taux long de marché aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandre. Alexandre Baradez avec nous chaque lundi à 13h30 pour le plan de direct de Smart Bourse.
C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.